ma fille? Oh, elle n'est que l'accompagnatrice. Ma mère n'a même pas tourné la tête. Elle m'a désigné d'un coup de menton, et a continué à parler aux gardes de la barrière. 20 ans qu'elle porte un uniforme, et elle n'est toujours qu'une gratte-papier derrière un bureau. Pas vraiment le genre de personne qui vaille la peine d'être présentée. Badgez simplement sa carte, et avançons. Elle ne m'a pas regardé, mais le garde, si. Le faisceau de sa lampe de poche a balayé ma carte, puis s'est figé sur le seau doré. Tout son sang a déserté son visage. Il a reculé d'un pas en trébuchant, a claqué des talons avec un bruit sec. Et s'est mis au garde à vous, avec une telle force que tout son corps s'est raidi. Il s'est précipité dans la guérite, a empoigné le téléphone rouge, et a hurlé, alerte. Nous avons un amiral à la barrière. Je répète, un officier général est sur le site. Ma mère a ri, et lui a dit qu'il avait perdu la tête. Elle ignorait que mes 30 années passées à jouer la fille invisible, venaient officiellement de prendre fin. Mais avant de vous raconter pourquoi cette nuit fut la seule, en 3 décennies, où ils m'ont véritablement vu. Et qui a fini par en payer le prix. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne, et restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé ensuite, personne dans cette voiture ne l'avait vu venir. L'année de mes 10 ans. Mon père, un soudeur de navire de la marine, dont les jointures étaient noircies de graisse en permanence, a lâché un morceau d'acier tordu en forme d'encre sur notre table de cuisine. Assez fort pour fendre le formica. Il a planté ses poings de chaque côté, et a déclaré, « Seules les choses que tu peux tenir dans ta main ont de la valeur. » Pas d'église, pas d'écriture. C'était la seule religion dans notre maison. Je me tenais à 1 mètre de là. Serrant si fort un certificat, que ses coins en étaient devenus mous et humides. Premier prix à la foire scientifique du comté. J'avais construit un modèle réduit d'un destroyer de classe Arleigh-Burke. Avec des déchets de métal, de la soudure, et 6 semaines à veiller après minuit dans le garage. Je l'ai tenu en l'air. Les yeux de mon père l'ont balayé du regard. N'y ont trouvé aucun acier brut digne d'être agrippé. Et il a haussé les épaules. Juste un haussement d'une seule épaule. Se soulevant et retombant comme un piston. Et il s'est éloigné. Il n'a pas prononcé un seul mot sur le navire, le prix, ou mes 6 semaines de travail. 3 secondes plus tard, Grant a ouvert la porte arrière à coups de pied. Il avait 8 ans. Il avait encore des joues de bébé. Et il tenait au-dessus de sa tête, à 2 mains, un trophée en plastique plaqué or. Comme s'il s'agissait d'une torche olympique. Athlétisme junior. 3e place, à la course de 50 mètres. Ma mère a bondi à travers la cuisine. A serré Grant dans ses bras, et a poussé un cri si perçant, que le berger allemand des voisins s'est mis à hurler à travers la clôture. Elle a embrassé son front. Elle a embrassé le trophée. Elle l'a posé sur le haut du réfrigérateur, au centre de l'attention. Pour que toute la famille puisse l'admirer. Je suis resté hors du cadre. J'ai toujours été hors du cadre. Ce schéma d'invisibilité est devenu une condamnation à mort, l'année de mes 16 ans. Le jour des funérailles de mon père. Grant, l'enfant prodige, l'athlète. Celui dont les rubans de participation couvraient un mur entier. S'est effondré dans les bras de ma mère à l'église, et a sangloté avec la précision théâtrale, de quelqu'un qui sait que tous les objectifs sont braqués sur lui. Toute la famille s'est regroupée autour de lui. Ses oncles lui ont pressé les épaules. Ses tantes l'ont appelé le nouvel homme de la maison. Il a reçu tout le chagrin, et toute l'attention. Même dans la mort. Je n'ai pas pleuré. Je me suis tenu derrière une colonne de soutien, avec un téléphone à clapet emprunté et un bloc-notes juridique. Pour régler les 6 300 € de facture d'hôpital, me disputer avec les pompes funèbres concernant le supplément facturé pour la location du cercueil. Planifier l'itinéraire du corbillard, confirmer le numéro de la concession au cimetière. Cette nuit-là. Pendant que Grant dormait dans le lit de ma mère comme un enfant. Je suis resté assise à la table de la cuisine jusqu'à 4 heures du matin. À rédiger à la main, avec ma plus belle écriture cursive, 61 cartes de remerciement. Destinées à chaque personne qui avait assisté aux funérailles. Je les ai disposées en 4 rangées parfaites sur le comptoir, et j'ai dormi sur le canapé pendant 90 minutes. À 6 heures du matin. Ma mère a balayé les 61 cartes du comptoir pour les jeter à la poubelle, d'un seul geste du bras. Elle n'en a lu aucune. Elle n'a pas fait de pause.
Elle n'a même pas ralenti l'allure sur le chemin de la cafetière. Débarrasse cette table. J'ai besoin de place pour exposer correctement les trophées de Grant. Personne ne lit les cartes de remerciement, Emily. Je me suis mordu l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du sang, et je l'ai avalé. À 18 ans, j'ai rapporté à la maison ma lettre de bourse pour l'Académie navale. Dans une enveloppe que j'avais repassée au fer, pour qu'elle ait l'air parfaite au moment où ma mère l'ouvrirait. Bourse complète, 4 ans. L'une des 27 femmes sélectionnées parmi 11 000 candidatures. J'avais passé 3 mois à m'entraîner, uniquement pour l'épreuve d'aptitude physique. En courant 8 km chaque matin avant l'école dans l'obscurité. En faisant des pompes sur le sol en béton du garage, jusqu'à ce que mes bras lâchent. Je l'ai posé sur la table, et j'ai attendu, les mains derrière le dos. Au repos militaire, comme si je présentais une récompense à un officier supérieur. Ma mère se limait les ongles. Elle s'est arrêtée. A pris l'enveloppe du bout de 2 doigts, comme si elle était contaminée. A parcouru la première ligne des yeux, et m'a lancé un regard, capable de décaper la peinture d'une coque de navire. La marine. Donc, ils vont apprendre à classer de la paperasse gratuitement. Je prie juste pour que tu ne t'enterres pas dans un avant-poste paumé. Et que tu n'embarrasses pas cette famille, plus que tu ne le fais déjà. Grant, avachi sur le canapé, une manette de jeu soudée aux paumes, a pouffé de rire par le nez. Un rire nasal et mince, dépourvu d'humour, empreint seulement de mépris. J'aurais dû crier. Renverser la table. Lui dire que le taux d'acceptation était inférieur à celui de Harvard. Mais le cerveau d'une future officière de la marine faisait déjà des calculs, qui n'avaient rien à voir avec l'émotion. Je me suis souvenu des mots de l'amiral M.C. Raven lors d'une cérémonie de remise de diplôme, fais ton lit, et ne sonne jamais la cloche de l'abandon. J'ai pris une décision stratégique, qui allait me coûter les 30 prochaines années de ma vie. J'allais me faire toute petite. J'allais me comprimer dans le volume le plus restreint possible, pour que ma mère puisse graviter autour de Grant. Sans que mon ombre ne se mette en travers de son chemin. J'ai plié la lettre de bourse en 2, je l'ai fourrée dans mon sac à dos, et j'ai fermé la fermeture éclair d'un coup sec. Les dents métalliques grinçant en se refermant. C'était mon serment. J'ai enfermé ma fierté dans un sac, et je l'y ai laissé. Je me suis tourné, je suis sorti de la cuisine, puis de la maison, et je n'ai pas versé une seule larme. J'ai entamé une campagne de disparition volontaire, de 30 ans. 40 mètres sous la surface du golfe Persique, au milieu de la nuit. L'eau m'enveloppait le corps comme du ciment humide. Visibilité, 45 cm. Température, à peine au-dessus du seuil d'hypothermie. J'ai régulé mon rythme cardiaque à 60 battements par minute. Non pas parce que j'étais calme. Mais parce que le dispositif fixé à la coque du navire étranger, à 1 mètre de mon visage, exploserait s'il détectait une vibration supérieure à une certaine fréquence. Un seul tremblement dans mes doigts, et mon équipe de plongeurs se transformerait en un champ de débris. J'ai positionné l'outil de coupe autour du circuit de détonation. 1,3 kg de pression. Doucement. J'ai sectionné le fil. La LED du dispositif est passée du rouge au noir. La mort s'était éteinte. J'ai percé la surface, arraché le masque à oxygène, et j'ai halté dans l'air nocturne, qui avait un goût de carburant diesel et de sel. Le vent marin m'a fouetté le visage assez fort, pour me faire pleurer. J'ai passé la langue sur ma lèvre inférieure, et j'ai senti le goût du sang. La différence de pression avait fissuré ma peau de l'intérieur. Dans ce monde. Le monde du déminage et de l'élimination des engins explosifs, à la pointe de la politique étrangère américaine. J'étais celle qu'on appelait quand les statistiques disaient que personne ne survivrait. Ici, je n'étais pas invisible. J'étais tout. Je me suis hissé par-dessus le plat-bord du destroyer, et j'ai atterri sur les plaques de pont, qui vibraient comme un diapason. Avant que je puisse enlever mon équipement de plongée. L'officier de communication est arrivé au pas de course, et a glissé mon téléphone personnel dans mon gant mouillé. Le satellite avait enfin capté un signal. Une notification brillait sur l'écran fêlé. Un texto de ma mère. Grant a besoin de 15 000 € pour la compte d'une Porsche, ASAP. Ses associés ont besoin de voir qu'il a de la classe, avant de signer. Fais le virement maintenant, tu es en mer de toute façon. C'est pas comme si tu avais un endroit où les dépenser. Elle m'envoyait une exigence financière par SMS, de la même manière que d'autres commandent une pizza.
Pas de salutations. Pas de questions sur mon état de santé. Complètement ignorante du fait que, 10 minutes plus tôt, j'avais été nez à nez avec une arme. Conçue pour tuer tout ce qui se trouvait dans un rayon de 200 mètres. L'hémorragie durait depuis des années. Ça avait commencé petit, une facture par-ci, une réparation de voiture par-là. Puis ça s'était métastasé en quelque chose de monstrueux. Le fonds d'investissement aux boutiques de ma mère s'était effondré. Après qu'elle eut injecté 60 000 € dans un partenariat viticole, dirigé par un homme rencontré lors d'une vente aux enchères caritatives. J'avais couvert les pertes. Grant, lui, s'était réinventé en tant que consultant dans l'industrie de la défense. Sans habilitation de sécurité. Sans accréditation. Sans contrat. Juste un bureau loué dans une tour de verre, et une garde-robe qui coûtait plus cher par mois que le salaire annuel d'un jeune marin engagé. J'avais financé toute la représentation. Quand sa première fausse entreprise s'est écroulée, j'ai viré 40 000 € pour empêcher les créanciers de lancer des poursuites. Quand la deuxième a patiné, j'ai payé le loyer de son bureau pendant 8 mois. Bethany, sa femme, a redécoré leur maison 2 fois en 3 ans, en utilisant ma prime de déploiement, comme budget décoration. Personne ne me remerciait. Personne ne me demandait même comment j'allais. L'argent apparaissait simplement sur leur compte. De la même façon que l'oxygène est présent dans une pièce, invisible, tenue pour acquis. Et on ne s'en soucie que lorsqu'il vient à manquer. J'avais systématiquement vidé ma prime de risque. Cette compensation supplémentaire, que la marine accorde spécifiquement parce qu'il existe une probabilité statistiquement significative, que vous mouriez pendant votre service. Et je l'avais redirigée vers leur compte bancaire. Via des virements automatiques, que j'avais mis en place, pour éviter l'indignité d'avoir à être sollicité à plusieurs reprises. Le total, sur 15 ans, dépassait les 400 000 €. De l'argent gagné au fond des océans. À l'intérieur de zones d'explosion, dans l'obscurité. De l'argent qui sentait l'eau salée, le C4, et le sang. Je me suis connecté à l'application bancaire, j'ai tapé le mot de passe avec mes doigts humides et salés. Le solde a baissé. Mais le chiffre sur l'écran n'était pas ça le poison. Le poison, c'est qu'ils encaissaient chaque centime, tout en continuant à croire fermement. Absolument. Sans l'ombre d'un doute. Que j'étais une employée de bas niveau, qui répondait au téléphone dans un bureau sans fenêtre, quelque part. Transfert confirmé. L'écran s'est éteint. Aussitôt, mon commandant en second a traversé le pont en courant. Signalant que des contacts de surface hostiles s'approchaient de la zone d'exclusion maritime. J'ai enfoncé le téléphone au fond de la poche de ma poitrine. Et j'ai verrouillé chaque émotion personnelle, comme on scelle les portes étanches d'un navire en train de couler. Compartiment par compartiment, jusqu'à ce que rien ne passe. Branle-bas de combat. Tout le personnel à son poste de combat. Diriger 3000 marins vers les positions de tir. Ma voix était d'acier. Je donnais des ordres de combat à une flotte, pendant que ma mère attendait l'acompte pour une Porsche. Je continuais à nourrir leurs fantasmes, pour maintenir une paix, dont je commençais à réaliser qu'elle n'avait jamais réellement existé. Mais quelque part derrière les portes scellées à l'intérieur de ma poitrine. Un détonateur venait de s'armer. Thanksgiving 2023. Grant portait un costume 3 pièces italien. Revers en pointe gris anthracite, pochette pliée en couronne, le tout acheté à mes frais. Il s'était placé en bout de table avant même que quiconque ne s'assoie. S'était servi du vin de la bouteille la plus chère, et avait tenu la cour pendant 45 minutes. Il a prononcé un monologue sur les contrats de défense, le Conseil en sécurité mondiale, et ses relations personnelles au sein du Pentagone. Ne s'arrêtant que pour mâcher, ou pour savourer le regard adorateur de ma mère, depuis l'autre bout de la table. Puis, il a levé son verre, et a adressé sa voix à toute l'assemblée. Je conseille le Pentagone sur des acquisitions stratégiques en ce moment. L'amiral Mitchell, celui qui dirige les opérations navales, a dû m'appeler mardi dernier pour avoir mon avis professionnel. Il a prononcé ce nom, comme on mentionnerait celui d'un voisin. De façon désinvolte, familière. Comme si un officier général était quelqu'un à qui on empruntait la tondeuse le week-end. Grant a poursuivi, enhardi par le silence autour de la table. Mitchell et moi travaillons sur un projet de défense navale classifié. Je ne peux pas en dire trop, évidemment. Mais disons juste que lorsque le contrat sera signé. Nous parlons d'un montant à 9 chiffres.
Il a fait un clin d'œil à Bethany, qui hochait la tête avec le sourire figé de quelqu'un qui aurait répété cette pièce de théâtre à l'avance. L'oncle Ray a sifflé d'admiration. Tante Donna a porté la main à sa poitrine. Les cousins se sont penchés en avant sur leur chaise, comme s'ils regardaient un film. À l'instant où le nom Mitchell a frappé mes tympans, un morceau de dinde s'est bloqué de travers dans ma gorge. J'ai gardé un visage inexpressif. Mais derrière mes yeux, quelque chose a basculé dans une dimension qui n'avait rien à voir avec un dîner de famille. L'amiral Mitchell, l'homme dont Grant citait le nom avec désinvolture, pour impressionner une pièce pleine de parents de banlieue, relevait directement de mes ordres. J'étais son officier supérieur. 48 heures plus tôt, Mitchell s'était tenu au garde à vous, dans un centre d'opération classifié à bord d'un groupe aéronaval. Il avait salué et demandé mon autorisation pour procéder à une opération de déminage dans des eaux internationales contestées. Il m'appelait madame. Et il avait attendu mon hochement de tête, avant de bouger le petit doigt. Le projet classifié que Grant était en train de fabriquer à cette table à manger, n'existait pas. Le véritable travail classifié de Mitchell impliquait des couloirs d'élimination d'engins explosifs, que je supervisais personnellement. Des couloirs qui avaient failli me tuer à 2 reprises, au cours des 18 derniers mois. J'ai serré le manche de ma fourchette, jusqu'à ce que les tendons de mon poignet deviennent blancs. J'ai appliqué une respiration tactique. 4 temps d'inspiration. 4 temps de maintien. 4 temps d'expiration. Le même modèle que j'utilise lorsque je manipule un dispositif actif, et que mes mains doivent être chirurgicales. C'était la seule chose qui m'empêchait de renverser cette table de Thanksgiving sur le dos. Ma mère rayonnait. Elle a tendu le bras par-dessus la sauce au canneberge. Et a caressé le bras de Grant, comme si elle caressait un pur sang. Puis, elle a pivoté vers moi. Ses yeux sont devenus plats et perçants. Comme il le faisait toujours, lorsqu'elle avait besoin d'une cible. Tu vois, Emily. Ton frère travaille avec des amiraux. Toi, tu continues d'agrafer des papiers dans une cave quelconque. Peut-être que si tu lui demandes gentiment, Grant pourra tirer quelques ficelles, et t'obtenir un poste de concierge au Pentagone. Toutes les personnes présentes à table ont ri. Oncle Ray. Tante Donna. Les cousins. Même la femme de Grant, Bethany, a caché son sourire derrière sa serviette. Il riait de la personne qui détenait l'autorité opérationnelle pour déployer ou retirer les forces navales de leur pays, sur un théâtre de guerre actif. Je n'ai pas réagi. La résistance verbale est une munition gaspillée contre une ignorance blindée. J'ai soulevé mon verre d'eau. Pas de vin. Jamais de vin les soirs où j'avais besoin de toutes mes facultés. Et j'ai étudié le visage de Grant. De la même façon que j'aurais scanné un champ de mine. Secteur par secteur. En mesurant, et en enregistrant. J'ai ravalé le sang qui s'accumulait contre mes molaires. Et j'ai autorisé une micro-expression à traverser mes lèvres. Un sourire si froid, qu'il avait sa place dans une morgue. Oui, mère. Grant a des relations très impressionnantes. J'ai consigné chaque mensonge, dans le dossier mental que je constituais depuis 3 ans. Je ne subissais plus un dîner de famille. Je menais une opération de reconnaissance. Pour une campagne, qui ne laisserait rien debout. Le détonateur de cette campagne s'est présenté quelques mois plus tard. Lors d'une visite à la maison, au début de la nouvelle année. Je suis entré dans la cuisine de ma mère. Et mes yeux ont accroché un éclat de papier couleur crème dans la poubelle, à moitié enterré sous du marc de café et des coquilles d'œufs. Le sceau en relief de la marine sur l'enveloppe était indubitable. Je l'avais vu sur un millier de documents officiels. J'ai plongé la main, et je l'ai retiré. La ligne du destinataire était imprimée en caractères officiels en gras, contre-amiral Emily Burke. À l'intérieur, se trouvait une invitation gravée sur du papier cartonné épais. Invité d'honneur, et conférencière principale au Gala mondial de l'EOD, Explosive Ordnance Disposal. L'événement le plus prestigieux, au sein de la communauté mondiale de l'élimination des explosifs et munitions. Des amiraux y assistent. Des sénateurs y assistent. Les chefs militaires des nations alliées y assistent. L'invitation avait été envoyée à l'adresse de ma mère. Car mon dossier du personnel la mentionnait toujours, comme mon adresse officielle d'il y a 2 décennies. J'ai tenu l'invitation à la lumière de la cuisine,
balayant les résidus de café séché sur les lettres dorées avec mon pouce. Ma mère est passée en coup de vent. A arraché la carte de ma main sans ralentir le pas. Et a retroussé ses lèvres dans ce rictus de mépris, que j'avais mémorisé avant même de savoir conduire. Je l'ai jeté pour une bonne raison. C'est une arnaque. Ils impriment de faux titres militaires sur l'enveloppe, pour piéger les gens naïfs afin qu'ils les ouvrent. Tu réponds au téléphone pour gagner ta vie, Émilie. Que ferais-tu avec une invitation adressée à un amiral? Elle l'a rejetée vers la poubelle. Elle a manqué la cible, et la carte a atterri sur le sol, face vers le haut. Les mots au contre-amiral fixant le plafond. 30 ans d'armure émotionnelle renforcée. Se sont fracturés le long de la ligne médiane. Ce qui s'est passé ensuite a aggravé les choses. Ma mère a affiché un billet VIP sur son téléphone. Elle avait passé des semaines à manipuler la femme d'un colonel à la retraite, dans son club de lecture, pour l'obtenir. Elle a annoncé qu'elle et Grant assisteraient à ce même gala. Pour que Grant puisse réseauter avec des investisseurs de la défense. Puis, elle m'a pointé du doigt avec son ongle en acrylique, et m'a donné ses ordres. Tu porteras quelque chose de sombre, et de simple. Tu porteras mon sac. Tu marcheras à 3 pas derrière moi. Et tu ne parleras à personne, à moins qu'on ne t'adresse la parole en premier. Je ne veux pas que tu m'embarrasses, devant des généraux. Le soir du gala. Je n'ai pas mis mon uniforme. J'ai tiré mes cheveux en un chignon serré. Réglementaire. Le genre qui vous donne mal à la tête au bout de 6 heures, mais qui maintient chaque mèche en place. J'ai choisi une robe sombre et modeste. J'ai glissé ma carte d'accès commune. Celle avec le sceau doré d'officier général. Au fond de mon sac à main, sous la doublure. Là où ma mère ne penserait jamais à chercher. Je me suis installé sur le siège passager de sa voiture. L'odeur de son parfum de supermarché. Appliquée avec la subtilité d'un extincteur. Saturait l'habitacle. Grant se prélassait sur la banquette arrière, faisant défiler son téléphone, riant de ce qui était probablement un mème sur l'argent. J'ai serré les mâchoires. Et j'ai figé mon expression dans ce masque impassible, que je porte dans les 60 dernières secondes, avant de donner l'ordre de faire feu. Ce soir, je ne tiendrai pas la barre. J'allais laisser ma mère piloter son propre navire à pleine vitesse, vers un récif qu'elle ne pouvait pas voir. 17 heures. La voiture s'est arrêtée au point de contrôle d'entrée. Ma mère a brandi son téléphone vers le pare-brise. Agitant le billet VIP, et énumérant des noms de colonels, qu'elle avait cherchés sur Google pendant le trajet. Le garde à la barrière, jeune, coupe en brosse, à 6 mois de sa sortie du camp d'entraînement, l'a ignoré. Il s'est penché en avant, et a dirigé sa lampe torche Maglit à travers la fenêtre passager, sur moi. Procédure standard, vérifier chaque occupant. Ma mère a poussé un soupir exaspéré. Elle n'est que le plus un. 20 ans dans un uniforme, et elle n'est toujours qu'une gratte-papier. Badger sa carte. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite qu'on s'attarde. Mon silence s'est terminé là. J'ai tendu ma carte d'accès commune par la fenêtre ouverte. Le faisceau de la lampe de poche a balayé le plastique. A dépassé ma photo. Et s'est arrêté sur le sceau doré d'officier général. J'ai observé la transformation en temps réel. Les pupilles du garde se sont dilatées. Sa mâchoire s'est relâchée. Le sang a reflué de son visage. De la même manière que la mer se retire avant un tsunami. D'un seul coup. Ne laissant derrière qu'un sol pâle et exposé. Il a basculé en arrière. Puis, un réflexe profondément ancré a pris le contrôle de son corps. Ses talons ont frappé le bitume avec un claquement si fort, que ma mère a sursauté. Sa posture s'est redressée à la verticale. Sa main a fusé vers sa tempe. Il a pivoté sur ses talons. S'est jeté par la porte de la guérite, et a arraché le téléphone rouge du mur. Les mots sont sortis à un volume, qui a résonné sur chaque surface dans un rayon de 100 mètres. Alerte! Nous avons un amiral à la barrière. Je répète, un officier général est sur le site. Je demande une escorte protocolaire immédiate. Ma mère a eu un rire aigu et incrédule. Elle s'est penchée par-dessus moi, et a crié en direction de la guérite. Repos, soldat. Vous avez fait une erreur. Ce n'est que ma fille. Une employée aux archives. Il y a eu une erreur avec la carte. La porte de la guérite s'est ouverte une deuxième fois.
Le premier maître principal Léon Briscoe s'est avancé dans la lumière des projecteurs. Léon. L'homme que j'avais personnellement tiré d'une fosse d'élimination de munitions en feu en Irak en 2009. En le traînant sur 40 mètres de décombres, avec des éclats d'obus plantés dans mon avant-bras gauche. L'homme qui avait juré, sur un brancard d'hôpital à Lanstuhl, qu'il passerait le reste de sa carrière à s'assurer que quiconque servirait avec moi sache exactement qui j'étais. Son visage, un cuir tanné, creusé par le soleil et les chocs des explosions, s'est métamorphosé à l'instant où il m'a reconnu. Un sourire l'a illuminé, comme l'aube se levant sur le pont d'envol d'un porte-avions. Il a marché au pas de course vers le côté passager. S'est arrêté à exactement 2 mètres. Et m'a fait un salut, qui aurait pu être photographié pour une affiche de recrutement. Amiral Burke, madame. C'est un honneur absolu. La flotte attendait notre invité d'honneur toute la soirée. Nous avons une escorte à votre disposition. L'oxygène à l'intérieur de la voiture s'est évaporé. Les mains de ma mère se sont soudées au volant. Ses jointures sont passées du rose au blanc crée en moins de 2 secondes. Je pouvais entendre sa respiration changer. Courte. Rapide. Le rythme respiratoire de quelqu'un dont la réalité tout entière venait d'être pulvérisée. Sur la banquette arrière, Grant a émis un son que je n'avais jamais entendu sortir d'un être humain auparavant. Un râle mouillé et étranglé, comme un homme s'étouffant avec sa propre incrédulité. J'ai parlé bas, et d'un ton mesuré. La voix d'un officier supérieur, qui a passé sa carrière à donner des ordres, décidant si les gens vivent ou meurent. Repos, premier maître. C'est bon de voir que vous tenez toujours debout. J'ai cherché la poignée de la porte. Ma mère n'a pas bougé pour m'aider. Ne le pouvait pas. J'ai ouvert ma propre porte. J'ai posé le pied sur l'asphalte, j'ai lissé l'ourlet de ma robe. Et j'ai regardé à travers la vitre de la voiture, les 2 personnes qui avaient passé 30 ans à me traiter d'invisible. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis tourné, j'ai redressé les épaules, j'ai franchi le point de contrôle. Et je suis entré dans le grand hall, sans me retourner. Derrière moi, ma mère est restée figée. Sa clé bloquée dans le contact, la bouche ouverte, incapable de produire le moindre son. Si vous vous êtes déjà mordu la langue. Et que vous avez ravalé votre fierté. Pour maintenir une fausse paix avec une famille, qui n'a jamais vu votre valeur. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Car la revanche que j'ai livrée ensuite, parlera pour chacun d'entre vous qui n'a jamais reçu le respect mérité. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Et je suis entré face à un mur de blanc. Un millier d'officiers de la marine, en grande tenue blanche, se sont levés de leur siège simultanément. Le bruit de 1000 chaises reculant sur le marbre ressemblait à une vague se brisant contre une digue. Le commandant de la flotte, un amiral 4 étoiles avec plus de rubans de campagne que d'espace sur son torse, a traversé la salle pour m'accueillir. Il a pris ma main dans ses 2 mains, et l'a serrée. Émilie. Nous avons attendu ça toute l'année. J'ai gravi les marches jusqu'au podium. Derrière moi, un écran de projection affichait ma photo de service officiel. Accompagné des mots, invité d'honneur, contre-amiral Emily Burke, EOD. La photographie faisait 6 mètres de haut. Ma mère était assise à 12 mètres de là. Sous les lustres, j'ai balayé la salle du regard. De la même façon que je balaye une zone cible. Systématique. Méthodique. Ne ratant rien. Je les ai trouvés. Ma mère et Grant, coincés sur des sièges à une table dans le coin arrière. Leur marque-place écrit à la main en cursive à la dernière minute. Car ils s'étaient tout juste glissés sur la liste des invités. Leur visage avait la couleur du papier journal mouillé. Le mascara de ma mère avait déjà commencé à couler. Grant était assis, rigide. Son costume italien hors de prix semblant soudainement bon marché, sous les lumières de la salle de bal. Sa mâchoire était serrée si fort, que je pouvais voir ses muscles tressaillir depuis la scène. L'homme qui avait passé Thanksgiving a raconté à la famille que l'amiral Mitchell l'appelait pour obtenir des conseils. Était maintenant entouré des vrais professionnels de l'armée, qui l'usurpaient depuis des années. Et pas un seul d'entre eux ne connaissait son nom. Ou ne se souciait de l'apprendre. J'ai prononcé mon discours. La salle est devenue silencieuse. Pas d'un silence poli de spectateurs. Mais d'un silence de briefing de combat.
Ce genre de silence où l'on pourrait entendre une épingle tomber sur le tapis, depuis l'autre bout de la pièce. J'ai parlé des hommes et des femmes qui dégagent le chemin dans les ténèbres. Pour que d'autres puissent marcher en sécurité dans la lumière du jour. J'ai parlé de sacrifices, qui ne réclament pas de public. Et de courage, qui opèrent sans applaudissements. J'ai parlé des soldats, qui se portent volontaires pour les missions que personne d'autre ne veut accepter. Ceux qui rampent vers l'engin explosif, pendant que tout le monde court dans la direction opposée. Et comment, parfois, leurs familles n'apprennent jamais à comprendre le poids de ce choix. Puis mon regard s'est fixé sur la position de ma mère, dans le coin arrière. Et ma voix est descendue d'un demi-ton, s'aiguisant en une lame tranchante. Le silence n'est pas une tragédie. C'est la mission. Tant que vous êtes celui qui choisit de marcher dans l'obscurité. Et non pas quelqu'un qui a été forcé de devenir invisible. Par les personnes même qui auraient dû les voir en premier. La tête de ma mère est retombée. Elle a fixé ses propres genoux, pendant le reste de la soirée. Grant n'a pas bougé. Il est resté figé, dans une pièce remplie d'uniformes qu'il n'avait jamais mérité. Et pour la première fois de sa vie d'adulte. Il n'avait absolument rien à dire. Après le dernier toast. Le colonel Priya Anand m'a intercepté dans un couloir latéral. Priya. La femme qui m'avait tiré d'une structure effondrée à Kandahar, 17 ans plus tôt. Qui avait tapé sur mon casque quand je voulais abandonner, et m'avait dit que j'étais trop têtu pour mourir. Se tenait là, barrant le couloir, les bras croisés et la mâchoire serrée. Ses yeux contenaient à parts égales de la fureur et du chagrin. Laisse-moi m'assurer, que je comprends bien ce qui s'est passé ce soir. Tu as laissé ta mère conduire l'invité d'honneur à travers un point de contrôle militaire, depuis le siège passager. Tu t'es assise là. Pendant qu'elle disait à un marin américain. Ton marin. Que tu n'étais personne. Tu l'as laissé te traiter de déchet en uniforme, devant tes propres subordonnés. Et tu l'as encaissé comme si c'était normal. Elle a fait un pas de plus. Assez près pour que je puisse sentir l'eau de Cologne parfumée à la poudre à canon, qu'elle portait depuis nos jours à Kaboul. Je t'ai regardé désamorcer un IED en chaîne, dans une tempête de sable, sans sourciller, Émilie. Mais ta mère prononce une phrase cruelle, et tu plies comme une recrue au premier jour. Jusqu'à quand? Combien de sang et de gallons? Vas-tu encore céder à des gens qui t'utilisent comme un distributeur de billets, et qui crachent sur le reçu? Les mots m'ont frappé, comme une grenade assourdissante frappe une pièce sombre. Toute la lumière en même temps. Nulle part où se cacher. J'avais passé 30 ans, à déguiser ma lâcheté en humilité. Habillant ma peur en discipline. Appelant l'autodestruction un sacrifice. Priya avait raison. Absorber la violence psychologique de la part de personnes qui sont censées vous aimer, n'est pas une force. C'est de l'effacement de soi. Exécuté volontairement. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à effacer. J'ai refusé de rentrer avec ma mère. J'ai appelé une voiture d'état-major militaire. Plaque gouvernementale noire. Et je suis monté à l'arrière, seul. Le cuir était froid. La ville a défilé en silence. Dans l'obscurité. Fixant les phares de la circulation venant en sens inverse. J'ai émis un nouvel ordre opérationnel. Non pas pour une flotte. Ni pour un escadron. Mais pour moi-même. Terminer toutes les lignes de ravitaillement. Effectif immédiatement. Aucune exception. Aucune négociation. Aucune pitié. À l'arrière de la voiture d'état-major. La lumière bleue de l'écran de mon téléphone peignait des ombres sur mes mains. J'ai ouvert l'application bancaire, et j'ai fait défiler l'écran. Il était rempli de transferts automatiques. Des virements mensuels sur le compte domestique de ma mère. Des paiements trimestriels pour la ligne de crédit professionnel de Grant. Des sommes forfaitaires annuelles, pour couvrir les primes d'assurance d'une Porsche dans laquelle je ne m'étais jamais assise. Chaque transaction était une transfusion sanguine. Chacune maintenait leur illusion en vie. Je n'ai pas hésité. J'ai opéré de la même façon que j'opère sur un appareil actif. Séquençage froid. Zéro émotion. Des actions irréversibles entreprises dans le bon ordre. J'ai appuyé sur annuler. Encore. Et encore. 12 transactions. Chacune d'entre elles, une artère sectionnée.
Mon argent ne servirait plus jamais de maintien en vie, pour des gens qui me traitaient comme des déchets médicaux. Transaction annulée. Le bip de confirmation était plat. Clinique. Final. J'ai ouvert mes emails. Et j'ai rédigé un message adressé à la fois à ma mère et à Grant. Pas de préambule. Pas de langage émotionnel. Une directive. Je ne serai plus jamais l'encre enfouie dans la boue, sur laquelle cette famille peut se tenir. Tout soutien financier prend fin, à minuit ce soir. Ceci n'est pas une négociation. J'y ai joint un seul PDF. Mon dossier de service militaire non classifié. Contre-amiral, Marine des États-Unis. Étoile d'argent. Étoile de bronze avec un signe de bravoure. 3 déploiements au combat. 16 neutralisations réussies d'engins explosifs à haut risque. Chaque ligne était imprimée en police gouvernementale, sur du papier à en-tête. En moins d'1 heure. La réaction en chaîne a commencé. La carte de crédit premium de ma mère a été refusée dans un restaurant spécialisé dans les steaks. Devant 4 femmes de son club de lecture. Les associés consultants de Grant. Ceux qui l'avaient ébloui avec des histoires d'accès au Pentagone. Ont effectué une véritable vérification de ses antécédents. Et ont découvert qu'il n'avait jamais détenu d'habilitation de sécurité. N'avait jamais été consultant pour aucune branche de l'armée. Et que son mode de vie luxueux avait été entièrement financé par une sœur. Qu'il avait publiquement décrite comme une modeste gratte-papier. Les créanciers, qui tournaient autour de lui comme des requins sentant le sang, ont commencé à passer des appels. Mon téléphone a vibré. Bethany, la femme de Grant. Qui avait passé 5 ans à profiter de week-ends dans des spas, financés par ma prime de risque, sans jamais demander d'où venait l'argent. Appelait, dans un état d'effondrement total. Sa voix se brisait entre 2 sanglots convulsifs. Émilie. S'il te plaît. Les partenaires de Grant ont tout découvert. Le contrat est en train de tomber à l'eau. Tu dois réparer ça. Dis-leur que c'est un malentendu. J'ai bu une gorgée d'eau, lentement, à la bouteille posée sur la console centrale de la voiture. Ma voix est sortie plate. Lisse. Et totalement dépourvue de turbulence. Il n'y a rien à réparer, Bethany. Ils énoncent des faits. Seuls les menteurs ont peur de la vérité. J'ai mis fin à l'appel. Et j'ai posé le téléphone, face cachée, sur mon genou. Leur empire bâti sur mon silence. Financé par mon sang. Et décoré avec ma bravoure volée. Venait officiellement de cesser d'exister. La semaine suivante, ma mère a débarqué à mon bureau sans prévenir. Pas de rendez-vous. Pas de coup de fil. Elle est passée devant mon aide de camp. A franchi 2 points de contrôle de sécurité. Et s'est plantée devant mon bureau. Avec des traces de mascara séchées sur les 2 joues. Et un discours, qu'elle avait clairement répété dans la voiture. Pas d'excuse pour le point de contrôle. Aucune reconnaissance de 30 années d'humiliation. Elle a attaqué, avec le seul outil qu'elle n'ait jamais maîtrisé, la culpabilité. Utilisée comme un bélier. Une mauvaise soirée, et tu jettes ta propre famille à la poubelle? Ton père se retournerait dans sa tombe. Il cracherait sur ton arrogance, pour m'avoir humilié devant l'armée. Elle n'avait pas fini. Elle a sorti son téléphone. L'a brandi, pour me montrer un fil de messages. Grant n'a pas mangé depuis 3 jours. Sa femme menace de le quitter. Es-tu satisfaite? Est-ce que c'est ça que 20 ans de service t'ont appris? Comment détruire les gens qui t'ont élevé? Elle déployait toutes les armes de son arsenal. La culpabilité. La honte. La peur. L'obligation. Elle invoquait mon père. Elle invoquait Dieu. Elle a même glissé une phrase, sur les ragots des voisins. 30 ans de manipulation psychologique, gaslighting. Comprimé dans un monologue de 5 minutes. Livré à plein volume, dans mon propre bureau. Je ne me suis pas levé. Je suis resté dans mon fauteuil. Les mains croisées sur le bureau. Et je l'ai examiné. De la même façon que j'examinerais un contact radar d'intention inconnue. Stable. Patiente. En attente de classification. Mon silence s'est étendu sur 10 secondes. Puis 20. Assez longtemps,
pour que ses sanglots répétés bégayent s'interrompent. Et cale, comme un moteur à court d'essence. Elle a essayé une fois de plus. Dis quelque chose, Émilie. Dis n'importe quoi. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Jusqu'à ce qu'elle déplace son poids d'un pied sur l'autre. Jusqu'à ce que ses mains ne trouvent plus où se mettre. Jusqu'à ce que la performance s'effondre, sous le poids de son propre vide. Puis, je me suis levé. Je me suis tourné vers mon coffre-fort. J'ai entré la combinaison. Et j'en ai sorti un seul document. Scellé sous un tampon officiel cramoisi. J'ai contourné le bureau. Et je l'ai posé, sur la surface en verre devant elle. Le son du papier frappant le verre a résonné, comme le marteau d'un juge. Tu veux qu'on parle de papa? Papa disait, seules les choses que tu peux tenir dans ta main, ont de la valeur. Regarde, ce que j'ai construit avec mon sang. Ses mains tremblaient, lorsqu'elle a saisi la citation de la Silver Star. Ses yeux rouges et gonflés, ont parcouru les mots imprimés. A plongé dans des eaux infestées de mines. Sous le feu direct de l'ennemi. Pour localiser et neutraliser de multiples dispositifs explosifs. Sauvant ainsi directement la vie de 11 membres des forces armées. Le document a glissé de ses doigts, et s'est posé sur le bureau comme une feuille morte. Pour la première fois de sa vie. Ma mère a compris, que la gratte-papier dont elle s'était moquée à Thanksgiving. Qu'elle avait rejeté au point de contrôle. Et qu'elle avait jeté à la poubelle avec le marc de café. Jouait régulièrement sa vie contre la mort, et gagnait. Pour produire les revenus. Qui finançait les garde-robes de créateurs. Les acomptes pour des Porsche. Et les adhésions au country club. Dont elle se croyait digne. Je me suis penché en avant. Tu ne pleures pas parce que tu m'as blessé, mère. Tu pleures, parce que tu as été démasqué. Vas-y, pleure. Mais quand tu passeras cette porte, le spectacle est terminé. Elle s'est pliée en deux. S'est effondrée sur la chaise. S'est couvert le visage de ses deux mains. Et a pleuré. Pas ces sanglots théâtraux qu'elle déployait comme une arme depuis des décennies. Mais les pleurs laids, et haletants. D'une personne qui vient de découvrir, que les fondations mêmes de toute sa vie, étaient en papier. Un mois a passé. Puis, ma mère m'a appelé. Sa voix était à peine reconnaissable. Éraillée. Dépouillée. Vidée de toute note de supériorité. De la même façon qu'une maison est vidée après une saisie. Elle m'a demandé de venir à l'ancienne maison. Juste une fois. Juste pour voir quelque chose. J'ai poussé la porte d'entrée. La cuisine sentait la poussière, et le café froid. Elle était assise à la table. Les deux mains posées à plat sur la surface. Fixant une boîte à outils en bois, au centre. La boîte à outils de mon père. Elle était recouverte d'un demi-centimètre de poussière grise. Traînée depuis le fond d'un placard de rangement. Où elle était restée scellée depuis le jour de sa mort. Personne ne l'avait ouverte. Personne ne s'en était soucié. Je me suis approché de la table. J'ai passé mes doigts sur le couvercle. La poussière était granuleuse sous mes doigts. Le bois rugueux, et gonflé. Par des années d'humidité, dans un placard non ventilé. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur. Enveloppé dans un chiffon taché d'huile. Qui sentait légèrement le WD-40, et le tabac à pipe. J'ai trouvé deux choses. La première, était une coupure de journal, jaunie et cassante sur les bords. Datant d'il y a 20 ans. Une petite photo d'une jeune femme, en tenue de cérémonie blanche. Le gros titre, une jeune femme de la région, nommée enseigne de vaisseau dans la marine. Il l'avait découpée. Il l'avait gardée. Sous la coupure, s'en trouvait une deuxième, encore plus ancienne. Mon certificat de la foire scientifique, de quand j'avais 10 ans. Celui pour lequel il avait haussé les épaules. Il était plastifié. Il avait pris le temps de le plastifier. La seconde chose, était un morceau de ferraille. D'environ 8 cm de long. Martelé, et plié en une forme d'encre grossière. Gravé sur la surface, au chalumeau. En lettres d'ouvrier inégales, qui tremblotaient légèrement dans les courbes. Se trouvaient 5 mots. L'encre de ma vie. Ma fille. Ma mère a parlé en premier.
Sa voix se brisait un mot sur deux. J'ai trouvé ça il y a 3 semaines. Je vidais le placard parce que la banque menace de saisir la maison. J'ai ouvert la boîte, pour chercher des outils à vendre. Et j'ai trouvé ça. Elle a pressé sa paume contre la table. Ton père ne me l'a jamais dit. Il n'a jamais dit un mot sur tout ça. Il m'a laissé croire, qu'il ne se souciait pas de toi, non plus. Mon père. Cet homme aux doigts rudes, et taché de tabac. Qui ne vénérait que ce que ses mains pouvaient saisir. Avait vu l'acier en moi dès le tout premier jour. Il avait reconnu ce que j'étais, avant même que je ne le sache moi-même. Et il avait caché cette reconnaissance. Dans l'endroit le plus profond, et le plus intime qu'il possédait. Il n'en avait parlé à personne. Il ne l'avait montré à personne. Parce que la tendresse, était une langue qu'il n'avait jamais appris à parler à voix haute. Ma mère a levé le visage. Ses yeux étaient presque fermés par le gonflement. Elle a posé une question, qui a fait exploser 30 ans de silence d'un seul souffle. Émilie. Pourquoi m'as-tu laissé te faire ça? Pourquoi m'as-tu laissé te traiter comme si tu n'étais rien? Ma vision s'est troublée. Les larmes, que j'avais gardées derrière des portes étanches pendant 3 décennies, ont finalement rompu la coque. J'ai pris une longue respiration tremblante, et je lui ai répondu. Parce que j'ai pris la philosophie de papa, et je l'ai appliquée à la mauvaise guerre. Je me suis rendu invisible, pour que toi et Grande puissiez prendre toute la place. Je t'ai appris à m'ignorer. Je t'ai habitué à croire que j'étais insignifiante. Il n'y avait aucune accusation dans ma voix. Seulement de la clarté. Nous voyons toutes les deux le désastre en même temps. Un sacrifice accompli sans limite. Ne crée pas de gratitude. Il crée un sentiment de dû. Et ce sentiment de dû, s'il n'est pas maîtrisé, se transforme en cruauté. Aucune de nous deux n'avait été entièrement innocente. Aucune de nous deux n'avait été entièrement coupable. Mais nous avions toutes les deux été détruites, par le même mensonge. Que l'amour implique de disparaître, pour que quelqu'un d'autre puisse briller. La réunion d'été. Le mur du salon. Celui qui, pendant des décennies, avait été tapissé des rubans d'athlétisme de Grant. De ses certificats de participation. Et de ce trophée doré en plastique, pour sa 3e place au sprint de 50 mètres. Était complètement nu. Chaque punaise avait été enlevée. Chaque trou de clous exposé. Le mur avait l'air d'avoir été mis à nu pour rénovation. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Grant se tenait debout sur une chaise de salle à manger, face à ce mur. Un niveau dans une main, et un marteau dans l'autre. Ses mains tremblaient. Non pas à cause de l'effort. Mais à cause de quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Soigneusement. Avec le genre de précision délibérée que je ne l'avais jamais vu appliquer à quoi que ce soit dans sa vie. Il a positionné le cadre contenant ma lettre de nomination officielle au grade de contre-amiral, et la citation de la Silver Star. Il l'a centré contre le mur. Et a enfoncé 2 clous dans le plâtre. Le son de l'acier mordant dans le mur, a résonné dans la maison silencieuse. Chaque membre de la famille dans la pièce. Oncle Ray, tante Donna, les cousins qui s'étaient moqués de moi devant la dinde de Thanksgiving. Regardaient, sans émettre un son. Pas un seul d'entre eux n'a fait de blague. Pas un seul d'entre eux n'a détourné le regard. À côté des documents encadrés. Il a planté un dernier clou. Un gros clou industriel. Le genre que mon père aurait utilisé. Et il y a suspendu la petite encre brute, grossièrement soudée. La philosophie de mon père, et mon sang, étaient montés côte à côte pour la première fois en 30 ans. Grant est descendu de la chaise. A posé le marteau sur la table sans un mot. A versé de l'eau dans mon verre avec ses 2 mains. Et s'est assis, la tête si basse, que son menton touchait presque sa poitrine. Pas un seul mot d'auto-promotion, n'a quitté sa bouche de toute la soirée. L'homme qui avait passé sa vie d'adulte à fabriquer, gonfler, et jouer la comédie. L'homme qui avait un jour affirmé, à une table remplie de proches, que des amiraux l'appelaient pour lui demander conseil. Était enfin à court de répliques à débiter. Avant le repas. Ma mère s'est mise debout. Elle a agrippé le bord de la table des 2 mains, pour se stabiliser. Sa voix, lorsqu'elle s'est élevée, a porté à travers la pièce, avec le poids de quelque chose, qui avait été enfermé depuis bien trop longtemps. Voici ma fille.
Un contre-amiral de la marine des États-Unis. Une femme, qui a plongé dans des champs de mines. Et qui a désarmé la mort à main nue. Pour protéger les personnes qui servaient à ses côtés depuis 30 ans. Je l'ai forcée à être invisible. Je lui ai dit qu'elle n'était rien. J'avais tort. Ce soir, je lui demande d'entrer dans la lumière. Et je vous demande à tous, de la voir comme j'aurais dû la voir dès le début. Une seule présentation. Précise, publique, honnête. Elle a comblé un vide qu'il avait fallu 30 ans à creuser. Et seulement 30 secondes à nommer. Quelques jours plus tard. Je me tenais seul devant un miroir dans mes quartiers. Passant mon pouce sur l'étoile de mon épaulette. La leçon la plus chère, d'une carrière militaire de 30 ans. N'avait rien à voir avec les munitions, la stratégie, ou le commandement. C'était ceci, les gens peuvent vous saluer en raison de votre grade. Ils peuvent suivre vos ordres, parce que le règlement l'exige. Mais être véritablement vu. Cela n'arrive que lorsque les personnes qui sont censées vous aimer font le choix délibéré, et douloureux, de mettre de côté leur propre égoïsme. Et de regarder qui vous êtes réellement. La fierté ne vient pas de l'endurance. Elle ne vient pas du silence. Elle naît à la minute exacte. Où vous cessez de protéger les mensonges des autres. Et où vous commencez à défendre votre propre vérité. Le sacrifice inconditionnel ne produit pas toujours de l'amour. Parfois, il ne fait que créer des personnes ingrates, qui se croient tout permis. Des personnes qui confondent votre générosité avec de la faiblesse. Et votre silence avec une permission. C'était ça, ma leçon. Elle avait été payée par des décennies de sang, de fierté ravalée. Et de nuits passées à désamorcer des bombes. Pour que je puisse transférer de l'argent. À des gens qui ne connaissaient pas mon grade. Ne savaient pas que mon nom figurait sur une Silver Star. Et ne se souciaient pas de le demander. Si vous vous reconnaissez quelque part dans cette histoire. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-moi dans les commentaires. Comment avez-vous fini par vous lever, et exiger d'être vu ?